Cette fois-ci, nous allons parler culture et plutôt sculpture avec Nelson Boyer. On va voir un petit peu le talent de ce Réunionnais depuis quelques années. Déjà, on en parle dans Causement Réunionnais. Nelson Boyer, bonsoir. Bonsoir, Gismi. Alors, quand on parle de culture, ça remonte à quand ? Déjà, ma première flash, c'est la musique. Donc, j'ai commencé la guitare déjà à l'âge de 9 ans. Et ensuite, la sculpture, j'ai commencé en 2003, quelque chose comme ça. On va dire une petite vingtaine d'années. Qu'est-ce qu'il y avait dans la musique qui a attiré Nelson Boyer ? Dans la musique la musique, c'est déjà... Moi, je suis né dans une famille de musiciens, donc... avec mon grand frère qui est musicien, papa, les tontons, tout, enfin, comme beaucoup de créoles de la Réunion. Hein. C'est l'influence familiale ? Oui, l'influence familiale, bien sûr. Quand on commence à aimer la musique à 9 ans, on écoute quoi ? Moi, au départ, j'écoutais pas mal de tout ce qui était rock, hard rock, tout ce qui est guitaristique, hein, puisque comme mon instrument de prédilection, c'est la guitare, donc tout ce qui est guitare héros et tout ça. Mais après, à la longue, au final, aujourd'hui, j'écoute beaucoup de styles, quoi. Que ce soit du jazz, du vieux Sega, du Molloy électrique, du rock toujours, du classique, plein. En fait, j'écoute beaucoup de... On discutait tout à l'heure et en fait, j'essaie d'éduquer mon oreille le plus possible à tous les styles. Et à l'époque, au niveau de la famille, c'était plus... la musique sur la radio qu'il y avait dans la maison, ou c'était plus les parents qui... C'est plus une transmission, j'ai plus envie de dire, c'est quand même plus une transmission quand même de musique familiale. Que genre papa qui disait, bon écoute, le jour que tu connais les portes du pénitencier, tu sais jouer de la guitare, par exemple, entre autres. Ouais. Quoi qu'effectivement, le rock à ce moment-là avait quand même... il avait son influence. Ouais. Avait son influence. Totalement, ouais. Et Johnny Hallyday avait quand même cette particularité d'être plus qu'un chanteur. C'était vraiment un symbole pour beaucoup. Oui, bien sûr, oui. Ah oui, c'est une référence, c'est une légende même, j'ai envie de dire. Hein. Mais la musique. Après, c'est comme dans beaucoup de familles créoles. Hein. Une fois, moi, j'étais exposé à Montpellier et il y a un soirée qui est musicien qui m'a dit là-haut, quel créole n'est pas musicien. Donc quelque part. Oui, parce que, je pense que c'est vrai dans beaucoup de pays. On apprend tous à taper sur une boîte en tôle, oui. à faire du bruit avec une corde, parce que parce que même le causer à un moment donné est chanté, même la façon de frapper dans les mains, on voit que tout est bon pour faire de la musique. Exactement. La musique, c'est une pulsation. Hein. La musique, c'est juste une pulsation. Hein. Après, qu'elle soit binaire, qu'elle soit ternaire, qu'elle soit trinaire, qu'elle soit ce qu'on veut. Mais à la base, c'est une pulse. C'est comme le cœur, c'est la vie. Moi, j'ai envie de dire, même la musique, c'est même pas que ça, quoi. La musique, c'est du rythme, c'est de l'harmonie, mais dans la vie. Chacun vit à son rythme, chacun vit dans sa propre harmonie. Il y a des gens qui vivent dans une harmonie locrienne, très sombre. D'autres qui vivent dans un truc peut-être plus phrygien, plus jaune, plus ensoleillé. Il y a des gens qui vivent doucement, d'autres qui vivent très vite, quoi. Donc... La vie, c'est une partition de musique. Et on le voit dans les études de musicologie, à quel point la musique, par ses vibrations, influence l'humeur, influence l'être. Ah oui, totalement, bien sûr. Ah oui, la musique, elle est le véhicule d'émotions, de bien-être, de joie, de festivité. Elle peut être aussi pour des obsèques, ça dépend après des cultures. Ça peut pour beaucoup de choses, mais c'est un langage, c'est sûr. Juste prendre un exemple, les 4 saisons de Vivaldi. L'été. Oui. Le printemps, ça a une façon d'être. Et l'hiver, surtout, quand on l'écoute, la musique donne vraiment l'effet d'hiver, quoi. Ah oui. On ressent même la froideur. Il y a des musiques froides, j'ai envie de dire. Et des musiques, ce qu'on appelle la musique soleil, musique chaude, les musiques tropicales, les musiques... la musique des îles en général. Hein. Donc, la musique, elle est essentielle. Elle est partout. Elle nous entoure, elle est partout, autour de nous. Justement, comment on passe de cette relation qu'on a avec la musique à dire on a envie de faire de la sculpture? Comment ça s'est fait?
Bah, ça s'est fait de par plein de choses, quoi, en fait, hein, les rencontres, un tas de choses, quoi. Donc, mais ça s'est fait. Parce que je veux dire, la musique est immatérielle, la sculpture est matérielle. Oui, la musique, c'est du spectacle vivant. La sculpture, c'est pas du spectacle vivant. Mais en tant que musicien, moi, justement, j'essaye de mettre de la musique dans mon œuvre sculpturale, j'ai envie de dire. Tout à l'heure, je parlais de rythme, d'harmonie, on y est, de vie, c'est ce que moi je veux mettre dans la sculpture. C'est ma première mission. Hein. Comment c'est venu cette envie de sculpter? Ben, au départ, j'ai entendu parler. J'entendais pas mal parler dans les années 2000 où c'est qu'on disait oui, est-ce que tu as déjà fait de la terre? Tu devrais essayer de faire de la terre, machin, par ici, par là-bas. Et quand j'ai fait de la terre, c'est vrai, j'ai fait de la terre, j'ai ressenti tout de suite l'énergie qu'il y avait dans la terre. Et je l'ai ressenti. C'est quelque chose que j'ai ressenti, et c'est quelque chose d'unique en fait. Et en fait, la sculpture, quand je commence une sculpture, je ne prémédite pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je pars, puis voilà quoi. Je ne sais pas ce que je vais faire. Par exemple, je vais parler, admettons, du Mouragueur, la pièce en bronze là, qui est là. C'est une pièce qui est de 2003. Cette pièce-là, au départ, je ne sais pas où je vais. Je prémédite pas, je ne sais pas où je vais. Mais il en est qu'il est ressorti un Mouragueur. Et cette pièce-là, en fait, la première édition bronze, elle fait partie des collections du musée de Villèle. Donc en 2005, j'avais fait don de 2 pièces, enfin, de plusieurs pièces même, au musée de Villèle, dont le Mouragueur en bronze. Et l'original du Petit Marron, là, qui est en état impur. L'original qui est au musée de Villèle, qui font partie du patrimoine. Et bah, aujourd'hui, là, elles sont là. Ça, c'est les éditions éteintes. C'est la première édition, celle-ci. Et la musique apporte ses vibrations. La sculpture apporte quoi? Bah, elle apporte ses vibrations aussi. Elle apporte aussi une vision. Après, comme tu dis, c'est matériel. Donc, c'est quelque chose, c'est de la 3D. On peut mettre les mains dessus, on peut toucher, c'est tactile. La musique, c'est, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est impalpable. Entre guillemets, bon, le musicien qui joue de la guitare, lui, il palpe, il touche l'instrument. Le public, il touche pas la musique, il écoute, il la ressent. Que là, la différence quand même, c'est que la sculpture, même les gens peuvent toucher. Donc le fait de toucher, de mesurer la 3D, de mesurer le volume, le travail, quoi, la vision, la façon de voir. D'accord. Un marron, un Mouragueur, et la dame, c'est? Elle, c'est la pensée mulâtre. La pensée mulâtre. D'accord. Voilà. C'est une mulâtre qui est sur son roche, qui est perdue dans ses pensées, et qui repense un petit peu à toutes les souffrances, toute l'histoire réunionnaise, tout ce qu'il y a pu avoir, toutes les tranches de vie, à son amoureux, elle y pense à beaucoup de choses, quoi. D'accord. Que les esclaves, on pense bien souvent qu'on se dit les esclaves ils vivaient dans la tristesse et la souffrance. Oui, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. À un moment donné, il fallait qu'ils aient aussi un petit... Il fallait qu'il y ait un peu de sensation de vivre entre la musique, la nourriture. Tout à fait. La famille aussi, parce que... Ah oui, très important. Même si on cassait beaucoup les familles, parce que ça arrangeait les maîtres de pouvoir disperser la famille pour éviter que le père ou les frères... forment une résistance. C'était ça, de casser un petit peu donc j'allais dire ce cercle familial. Mais malgré tout, au-delà de ça, quand on regarde l'esclavage, après on regarde le marronnage, il y avait une vraie quête de la vie. Ah, clairement. C'était le marron, enfin quand je dis les marrons, les marrons, et marronnes, hein, évidemment. Ils étaient en quête d'émancipation, ils voulaient s'émanciper, ils voulaient sortir de ce système oppresseur là. Ils voulaient vivre simplement leur vie, tout simplement, quoi, comme n'importe qui n'importe qui voudrait vivre une vie libre. Quand on regarde cette sculpture là, on voit cette femme elle est toujours esclave ou? Bah, c'est une pensée mulâtre, donc après on peut penser qu'elle est... Bon, c'est des pièces qui sont intemporelles. Parce que pensée mulâtre, ça veut dire que le géniteur est blanc et que la mère est noire. Oui, bien sûr. Comme la Caussade, par exemple. Ouais, la Caussade. Entre autres. Ou bien Lys les Geoffroy. Oui, celui-là, je le connais pas,
Mais oui, il y a eu des mulâtres. Moi, enfin, j'ai pas. On peut penser au Dumas, Alexandre Alexandre et Roland. Le père et le fils. Oui. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, on voit que ça crée quand même la pensée mulâtre. C'est d'être dans deux mondes. Un qui rejette, l'autre qui n'est pas forcément très accueillant non plus, parce qu'on est différent. On se retrouve un petit peu... entre deux chaises. Et seul. Ah oui, totalement. J'ai une pièce qui s'appelle Seul, elle n'est pas là. Mais j'ai une pièce qui s'appelle Seul aussi également, et qui fait partie de la collection, parce que là, c'est la collection Esprit Marron. Là, ces pièces-là, elles font partie de la collection Esprit Marron. Il y en a encore d'autres. Hein. D'ailleurs, cette exposition-là, elle va être présentée à Bordeaux le 10 mai de cette année. Elle devait être présentée l'année dernière, mais bon, avec les mesures sanitaires. Donc, elle sera présentée à la Grande Mairie de Bordeaux cette année, le 10 mai. D'accord. Un cadre spécial ? Oui, en fait, l'année dernière, Bordeaux, la mairie de Bordeaux, ils mettent en avant une région du monde tous les ans. Alors, il y a 2 ans, c'était les États-Unis. L'année dernière, ça devait être la Réunion, mais l'année d'avant, c'était Haïti. Et l'année dernière, ça devait être la Réunion, mais bon, avec l'histoire de Covid, ça a été repoussé. C'est repoussé pour le mois de mai là, de cette année. Donc l'expo, elle est déjà livrée depuis l'année dernière. Il n'y a plus qu'à. D'accord. Et je reviens sur cette posture d'une femme mulâtre. Oui. Cette réunion qui s'est fait aussi à marche forcée entre les viols, les rapports forcés, entre les maîtres qui abusaient des femmes esclaves. J'allais dire, qu'est-ce qu'on essaye de dire finalement ? Il n'y avait pas seulement non plus que les viols, et il y avait aussi des histoires d'amour, peut-être un peu plus rarement, mais il y avait aussi des histoires d'amour. Le rapport, en fait, c'est de présenter le métissage. Le métissage, c'est nous. Nous sommes l'héritage de cette histoire-là. Ouais. Nous sommes les héritiers, j'aurais envie de dire. Pas plus l'héritage, nous sommes les héritiers de cette histoire. Bon, après, oui, elle est dure. Bon, après, mais selon le contexte, c'était normal, quoi. En fait, la question, elle est un peu malicieuse. C'est que aujourd'hui, quand on jette un œil dans le rétroviseur, on regarde le passé, on regarde ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes métissés. On sait que ça, c'est pas que des histoires d'amour. Ah non, non plus, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on doit ressentir ? On doit se dire qu'on a la chance d'être vraiment mélangé, d'être différent, d'être à part. On a créé des êtres nouveaux. Ou bien de se dire quand même, quelque part, c'est aussi des gens issus d'une souffrance. Mais clairement, mais la souffrance... Est-ce qu'on a de la chance de venir de ce mélange-là ? Je pense pas que ce soit la question qu'il faille se poser, parce que est-ce qu'on a de la chance ? On n'a pas le choix. Déjà, pour commencer, on n'a pas le choix. Je suis d'accord. On est métis, de par l'histoire. On nous a pas demandé si on voulait ou pas. Ensuite, la deuxième question, c'était... Non, je disais est-ce qu'on a le choix ? Est-ce qu'on est chanceux ? On se dit, on est chanceux d'être au bout de cette histoire en disant parce qu'on est métis, on a été mélangé. Est-ce qu'on doit prendre ça pour regarder le bon côté ? On doit regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide ? Moi, je pense que le verre, il doit être à moitié plein. Pour moi, parce que c'est vrai que le métissage réunionnais, c'est une chance aussi. Je pense que oui, c'est une chance. Il y a comme une certaine tolérance. J'ai une certaine parce que c'est pas la tolérance réellement à 100%. Si, il y a une tolérance quelque part, mais en même temps, il y a aussi ce qu'on appelle un rejet. Oui. Parce que on est là, pas parce qu'on a demandé, parce qu'on est la conséquence de quelque chose. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais. On est l'héritage de ce qui s'est passé. Après de dire qu'on soit content, oui, moi je pense qu'il faut qu'on s'en contente. En même temps, après de dire qu'on est le fruit de cette souffrance également. Mais en même temps, j'ai envie de dire, quand tu viens un enfant qui vient au monde, le premier truc qu'il fait, c'est quoi ? Il pleure. Il crie, il pleure. Et à ce moment-là, on trouve ça beau. Oui. Mais le même enfant qui crie 50 ans plus tard, on va dire c'est un vieux con. Ouais. Tu vois, c'est pas la même chose. Non, c'est pas. Effectivement, Dasbray a raison quand il dit ça. Mais malgré tout, quand on regarde l'actuelle crise Covid, ça remet. On a remis beaucoup de choses en cause. Tout à fait. Ouais. Parce que
on n'a pas de réponse, on cherche, et on cherche jusqu'à dans nos racines, de remonter le plus loin dans le temps pour comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui. Pas à cause du Covid, à cause de ce que chacun d'entre nous a choisi comme voie Bien sûr. pour avancer. Bien sûr. Bah après chacun. Tout à l'heure, on discutait avec du monde en dessous, là. Et après comme chacun a son propre idéal. C'est ça, il y a ça aussi. Hein. Son propre idéal, sa propre morale. On n'a pas tous la même morale. On est tous différents, j'aurais envie de dire. Donc ensuite, pour moi, je parle qu'en mon nom quand je vois le verre à moitié plein en disant c'est une chance. Mais c'est peut-être pas tout le monde qui pense comme moi, c'est sûr d'ailleurs. C'est sûr. Et puis, chacun a sa façon de voir les choses. Mais quand on regarde, que ce soit le meringueur, que ce soit la dame qui réfléchit, il y a quand même quelque chose qu'on doit il faudra quand même choisir à un moment donné une posture. Positive ou négative, il faudra choisir une posture. Tout à fait. Et d'une façon ou d'une autre, il faudra avancer. Bien sûr, mais je vais expliquer, par exemple, tu vois, le petit meringueur, là, lui, en fait, c'est une pièce qui avait été offerte en 2005. Mais en fait, cette pièce-là, c'est l'épicentre d'un projet qu'on a mené entre Nathalie Maillot, l'artiste, et moi-même, un projet joint. On a fait un projet qui s'appelle Bonne Marronneur. C'est un bronze qui fait 3,60 m, il est au musée de Villèle. Il y a une demi-tonne de bronze qui est là-haut. Et en fait, on s'est basé à cette petite pièce-là, mais on a voulu le donner, parce que là, il est en fuite, il est apeuré. On a voulu donner autre chose, une autre dimension vraiment au Bonne Marronneur. On a voulu donner... Il est caché dans un bougainvillier, mais il est en position de guet-ali. Mais ce qu'on a voulu, en fait, quand il est en position de guet-ali, comme ça, lui veille, en fait, sur les autres marrons, mais c'est un regard de bienveillance, de protection, de quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit conserver ça. Parce que si nos anciens, ils ont pu créer la société, parce que c'est eux qui l'ont créé, hein, la société créole, hein, ils ont pu créer la société créole avec de la bienveillance et de la bonne intention, il faut que nous, on continue à perpétuer ça, pour pouvoir justement donner ça à nos enfants, nos petits-enfants, et qu'ils aient un héritage positif, qu'ils aient quelque chose de bien, quoi. Et à travers, quand on fait une sculpture, justement, est-ce que les gens sont capables de voir autant de choses que le sculpteur a voulu mettre dedans, autant de messages ou d'informations que le sculpteur a voulu mettre dedans? Est-ce que les gens sont capables de voir ça? Il y a des gens, ils vont voir les grandes lignes, mais après, ils verront aussi avec leur propre ressenti. Il y a même des gens, parfois, qui arrivent, qui disent « Ah ouais, mais t'as appelé ça la pensée mulâtre? Ah, j'aurais pas appelé comme ça, j'aurais appelé différemment. » Ou... Non, mais ouais, c'est... Ah non, je suis d'accord. J'ai été exposé, moi, en 2006, j'étais exposé à Nantes. Il y a un créole rayonné qui est venu me voir, qui m'a dit, vous voyez, il fait des femmes nues. Il monte pas des esclaves, il dit, c'est la honte, quoi. Monte à nous quelque chose, des nichons, du charnel, quoi. Mais je lui dis non, maintenant, si toi, t'as honte de ça, je peux comprendre, hein. Mais moi, personnellement, j'ai pas honte. Donc, après, chacun assume son truc, sa vision. Mais oui, il y a des gens qui aiment pas voir ça aussi, ça arrive. Oui, et c'est vrai que... Ça peut choquer, ouais. Non, c'est naturel. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle des esclaves, qui n'aiment pas qu'on parle de leurs familles qui ont été pauvres. Oui. Donc, c'est des choses que, comme on dit, on comprend. Mais dans le message que le sculpteur veut apporter, quand il crée son œuvre, généralement, c'est quel message il essaye d'envoyer? Quel message Nelson Boyer, de temps en temps, essaye d'envoyer aux Réunionnaises et aux Réunionnais? Moi, le message que je veux envoyer, c'est que ce sont des pièces déjà en bronze ou en étain pur. C'est des pièces qui sont là pour vitam aeternam. Donc ce sera un témoignage dans le temps. Aujourd'hui, on se pose la question. La question qu'il faut se la poser, c'est dans 200 ans, les pièces, elles seront encore là. Et c'est à ce moment-là... oui, mais le meringue, peut-être qu'il y a des gens... Peut-être que... Je dis pas que le meringue aura disparu, c'est pas du tout ce que je dis. Mais peut-être qu'il aura évolué, c'est sûr. Il aura évolué. Aujourd'hui, moi, j'interviens dans certaines écoles, on leur parle de l'encaustique. Les enfants, ils savent pas ce que c'est que l'encaustique. Non. Ils savent pas. Anne Brosse Coco, là, ils connaissent plus c'est quoi. Non. Donc, voilà. Mais il y a un tas de choses qu'on est en train de perdre comme ça. Et... c'est pour ça que je dis que si on ne fait pas
on ne stocke pas des informations pour les générations à venir, l'histoire de la Réunion va peu à peu s'effacer, s'oublier. Bah oui. Donc il en revient à nous de le faire. Je ne sais pas si Nelson Boyer a passé à la brosse coco sur l'encaustique. J'ai pris des pénaltys avec la grand-mère parce qu'il fait rentrer avec les patins. Et on se faisait engueuler, quoi. Mais ouais, avec la grand-mère, on s'est dit, mais les patins. Ouais. Et c'est vrai que, comme dit Nelson Boyer, c'est que si on n'a pas passé la brosse coco dans la case pour faire briller l'encaustique, on ne connaît pas. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Il faut avoir vécu cette période-là pour savoir à quoi ça servait. Mais c'est vrai aussi que là on a un rôle, c'est de voir comment on transmet la culture, le patrimoine, les traditions. Tout à fait. Pour rester dans l'encaustique, mettons, moi, comme il travaillait avec le lycée Plateau-Caillou, à un moment donné, il y avait les jeunes, c'est des jeunes comme de 16, 17, 18 ans. Puis les jeunes étaient là comme ça, puis l'odeur de pétrole, il dit c'est un odeur, il rappelle à moi un affaire, mais il ne connaît plus c'est qui, c'est où ça, quel côté m'a senti ça. Et à un moment donné, il dit oui, mais ils sont comme la case bébé. Pour les plus vieux, ils sentaient, ils disent oui, comme la case, mais la plupart, ils avaient oublié. C'est le carrelage du pauvre, ça. C'est même pas qu'ils sont oubliés, ils savent même pas, ils n'ont jamais vécu ça. Oui. C'est ce carrelage du pauvre que nous, sur lequel on se fatiguait les mains, passer le patin, passer la brosse pour que ça. Sur les ça meubles et bien. tout, ouais. Et en plus, pour que les grands se cassent la figure en glissant sur l'encaustique. Oui, aussi, ouais. C'était quelque chose. Donc, il y a. Ça appartient à une génération, pas à tout le monde. Et surtout pour les gens modestes. Oui, bien sûr. Parce que les autres mettaient des carpettes dans la maison. Oui, ceux qui avaient un petit peu de moyens. Donc, il y avait quand même des choses différentes. Aujourd'hui, ça va dans la question, Nelson Boyer. Où on veut montrer, qu'est-ce que vous voudrez transmettre? Moi, ça que je voudrais, c'est que les jeunes réunionnais, surtout, je m'y adresse surtout aux jeunes et réunionnaises, c'est surtout qu'il faut qu'on ouvre notre pensée et qu'on prenne conscience de notre histoire. C'est super important de prendre conscience de notre histoire. Il y a beaucoup de gens qui prennent le contraire en disant la Réunion n'a pas de culture, n'a pas de... Mais c'est faux, totalement faux. On a tous une culture, une mémoire, et il faut respecter ça. Il faut vraiment qu'on prenne connaissance. Et il y a des gens qui œuvrent. Je pense à notre regretté Sudel Fuma. Moi, j'ai eu l'occasion de faire 2 projets avec lui. J'ai eu le privilège, pas l'occasion, le privilège, la chance. Mais Sudel Fuma, en connaissance, c'était une mine d'or, c'est une bibliothèque. Aujourd'hui, on a Prosper Rêve, entre autres. Il y en a d'autres. Jean-François Géraud, Gilles Gérard, j'en passe, c'est des meilleurs. J'en oublie. Pardon pour ceux que j'oublie. Mais il y a des passeurs d'histoire, il y a des gens aujourd'hui, et je pense qu'il faut les écouter, ceux-là. Et justement, ça va être aussi ça, à travers les œuvres de Nelson Boyer, un petit peu, voir ce que chaque époque apporte à la culture, à la tradition, au patrimoine, parce que c'est un paradoxe de le dire souvent, chaque individu fait partie de ce patrimoine. Tout à fait, bien sûr. Merci Nelson Boyer pour ces informations, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la laine et merci à François, je vous dis à bientôt.